Vice-président et porte-parole du Parti républicain. Voilà, le parti de Gilbert Bango, enfin, que dirige Gilbert Bango. Oui, c'est le président fondateur de ce parti-là. Donc avec vous, on va revenir sur les sujets qui font et qui défendent l'actualité ces derniers temps. Alors, le Parti républicain, ça va? Ça va plutôt bien. La dernière fois, je vous disais que le taux de solidité d'un parti se mesure au degré de pénétration de ses idées dans la société. Entre le dernier jour, on s'est parlé ici et aujourd'hui, beaucoup de choses ont bougé. Il y a une forte... Dans le bon sens? Très très bon. Très bon sens. Il y a une forte adhésion des populations de plus en plus croissantes, que ce soit au niveau local ou dans la diaspora. Au point aujourd'hui, normalement, on est un tout petit peu inquiété par cette mobilisation de Camerounais qu'on pensait désintéressés par la chose publique, la chose politique, pardon, et qui là montre un regain de sympathie pour les idées que nous portons. Et je crois que peut-être que le problème qui se posait au Cameroun, c'était l'anorexie des idées, des projets au niveau du discours politique, et c'est peut-être ça qui a créé le désintérêt qu'on a pu observer. J'imagine qu'il y a une forte demande d'adhésion, on va dire comme ça, au sein de ce parti. Oui, en plus que des fortes demandes d'adhésion, aujourd'hui on est sur mouvement, vous avez des gens qui financent les différentes activités du parti. C'est très frappant. Il y a des gens qui envoient de l'argent d'Angleterre, d'un peu partout, pour dire le soutien et puis l'intérêt qu'ils ont pour les idées que nous souhaitons porter pour le Cameroun. Parce que je vous l'ai dit, nous on a un parti qui aspire à gouverner, on n'est pas là pour amuser la galerie. Très clairement, 2025 se fera avec le Parti républicain, puisque nous avons décidé de lancer un grand rassemblement, un grand mouvement de réconciliation pour reconstruire le Cameroun, et ceci indépendamment des accointances partisanes, indépendamment des questions idéologiques. On pense que tous les fils du Cameroun, tous les talents camerounais doivent se réunir aujourd'hui. Alors, vous parlez de 2025. 2025, c'est dans pratiquement 6 ans aujourd'hui. Mais là, demain, là, il y a les élections législatives et les municipales. Tout à fait. Nous n'en faisons pas un objectif absolu. Nous en faisons un objectif relatif. Relatif, pourquoi? Pas parce qu'on a un désintérêt pour les consultations locales, mais parce que nous considérons que, avec ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, il faut avoir du respect pour nos concitoyens. On ne peut pas se permettre de débarquer à 2 jours d'une élection, comme ça a été la culture ces 40 dernières années avec la majorité en place, et puis commencer à dire aux gens qu'on les aime. Non, on veut construire un projet sur la durée, sur le long terme, donc prendre le temps, pas de demander aux gens adhérer, parce que ce n'est pas l'objectif. L'adhésion qu'on veut créer, ce n'est pas une adhésion numérique, c'est une adhésion sur les idées. Et il faut du temps pour expliquer aux gens ce qu'on veut faire. Et ce temps-là, nous, on est prêts à le prendre. On a commencé. Et on a 6 années pour aller rencontrer les Camerounais de partout, aller dans notre ruralité profonde, échanger avec les gens et surtout concevoir notre projet qui va implémenter les politiques publiques en tenant compte exactement de ce dont les gens ont besoin. C'est le travail que nous faisons aujourd'hui. Donc l'élection de février 2020, les locales de 2020, sont certes un objectif, parce qu'il va falloir coller au code électoral, aux critères du code électoral, mais on n'en fait pas un objectif absolu. 2025, c'est notre objectif parce que nous pensons qu'on aura suffisamment eu le temps de parler avec les Camerounais, de pouvoir concevoir un projet et de pouvoir faire émerger une nouvelle classe politique qui nous change un tout petit peu des apparatchiks qui se sont installés au pouvoir ces 40 dernières années, sans jamais penser avoir l'empathie pour leurs concitoyens. Et non, on veut faire émerger un nouveau leadership politique qui va être au plus près des problèmes et des aspirations des Camerounais. Voilà, merci d'être venu. Notre invité, donc, c'est Morgan Palmer, qui est vice-président et porte-parole du Parti républicain. C'est notre invité ce matin. Les 2 codes d'accès qui vont vous permettre de participer à cet échange, c'est le 242 06 81 24 et bien entendu le 696 25 83 56. Je reprends. 242 06 81 24 686. Alors, Ramsès Ngananga est aux commandes techniques. À ses côtés, Ibrahim, le fils d'Assabé. Supervision générale, Grégoire Mbidantana. Jules Elobo, c'est mon nom à moi. Je suis à ce micro de présentation. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Une nouvelle forme de liberté sur votre radio FM.
Voilà, retour donc dans ce studio avec notre invité. Si vous le permettez, on va commencer par ce sujet. D'abord, la condamnation de Julius Sisiku Ayuk Tabé dans le cadre de la crise dite anglophone au Cameroun. Le tribunal militaire a donc frappé, on va dire comme ça, avec ce verdict qui est tombé cette semaine. Condamnation à vie et puis une amende de 250 milliards de francs CFA. À payer donc par ces leaders de la contestation anglophone. Comment vous réagissez par rapport à une condamnation comme celle-là? Ben, il y a plusieurs grilles d'analyse. On peut voir dans cette condamnation la volonté pour le pouvoir d'envoyer un message de fermeté et de dire, bon écoutez, vous allez vous aligner puisque nous tenons les éléments, les instruments de répression, donc on va les utiliser. On en a cure de tous les messages de revendication qu'on peut entendre. Ça peut aussi être le signe, cette condamnation, du fait que l'État veut montrer qu'effectivement il y a une justice impartiale qui ne va pas être influencée par le calendrier politique, quitte à ce que nous sortions sur une grâce présidentielle par la suite. Moi je pense que ça va plutôt s'acheminer vers là, parce qu'effectivement le moment aujourd'hui n'est pas à continuer à exacerber les antagonismes, mais plutôt à rassembler. Parce que ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui crée du tort à tous les Camerounais, en tout cas au peuple camerounais, parce que du coup, on a des gens qui ne peuvent pas venir investir dans notre pays, parce qu'ils vous parlent toujours de la note de stabilité. Ah, vous voulez qu'on vienne mettre 200 millions de dollars chez vous, mais 200 millions de dollars n'ont pas de visibilité sur le retour d'investissement. Et quand vous leur demandez pourquoi, ils vous disent, mais parce que vous avez Boko Haram, vous avez le nord-sud-ouest qui est déstabilisé, on ne pourra rien faire dans un environnement comme celui-là. Donc il faut vivement, nous appelons de tous nos voeux au Parti républicain, la fin de cette crise. Et il n'y a pas 10 000 façons de l'arrêter, cette crise. Et c'est ce qu'aurait dû faire la majorité en place s'il n'était pas vraiment, il n'avait pas sombré dans ce truc obscur des copinages et tout qu'on a pu observer. Ce qui s'est passé au nord et au sud-ouest camerounais, c'est que on a un peuple là-bas qui s'est levé et qui a remis en cause la légitimité de ceux qui les représentaient au niveau du système exécutif central. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout simplement prendre acte de ces nouvelles légitimités exprimées et prendre langue avec les nouvelles personnes que ce peuple revendiquait comme étant leur leader. Donc Ayuk Tabé, ce n'est pas en prison qu'il fallait l'envoyer. Il fallait l'envoyer où? Il fallait discuter avec lui avant que les choses ne dégénèrent. Vous savez, l'autisme du gouvernement camerounais aujourd'hui nous envoie dans des situations comme celles que nous vivons. Quand ces gens ont commencé, ils n'ont pas commencé à égorger des gens. Au départ, ils ont commencé à expliquer. Justement, à ce niveau, on parle d'environ 2000 morts oui. et de nombreux déplacés, de nombreux réfugiés au Nigeria. Mais on fait comment avec des gens qui sont plus ou moins à l'origine de cette affaire? Oui, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que nous devons toujours questionner la causalité profonde des problèmes qui se posent à nous. Et le problème que nous avons au Cameroun, justement, c'est de vouloir toujours être dans les trucs en surface. Il faut aller dans la profondeur. Ce problème n'a pas commencé par la violence. Il a commencé d'abord par l'expression d'un ras-le-bol. Et la réponse gouvernementale n'a pas été la bonne. Ils ont dit on ne se reconnaît plus dans telle ou telle autre personne qui sont assis dans la structure de décision centrale. Et ces gens-là, il fallait tout simplement qu'ils soient désavoués au profit des nouvelles personnes, des nouvelles légitimités exprimées. Je veux dire qu'un type comme Ayuk Tabé, dès le départ, il avait vocation à venir s'asseoir, à discuter, puisque c'est lui que les peuples reconnaissaient. La preuve, il passait des mots d'ordre qui étaient suivis par les populations locales. Donc je trouve que... Mais lui, on le sait, lui, il est toujours pour la partition du Cameroun. Oui, non, au Parti républicain, notre position, on n'est pas pour la partition, nous, on est pour le fédéralisme. C'est-à-dire que si les gens veulent le fédéralisme et que c'est la condition sine qua non pour qu'on ait un pays stable, un pays en paix, eh bien allons, on ne découvrira pas le fédéralisme. Je ne vous enseigne pas, vous qui êtes un bon connaisseur de la vie politique camerounaise, que nous sommes passés par cette étape. Maintenant, la question qui peut être l'objet d'une réflexion, c'est de se dire, on va faire un fédéralisme à combien? Est-ce qu'il y aura une grande Sanaga maritime, Nyon et Kélé? Est-ce qu'on reste sur les schémas coloniaux? Donc, nous, on pense qu'il faut aujourd'hui qu'on ait des vraies solutions politiques. On ne va pas continuer à faire ce qu'on voit là, qui nous a foutu dans la situation où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire parce que l'on l'a condamné, est-ce que ça a arrêté la situation au nord-sud-ouest?
Je ne suis pas certain. Je ne suis même pas certain qu'on n'aille pas vers un mouvement de radicalisation. Donc, je pense que, et il y a certes eu des morts, et moi je déplore le plus, en plus de nos concitoyens qui vivent là-bas, qui vivaient paisiblement, je déplore le plus les morts de nos forces de défense. Vous vous rendez compte? On ne va pas financer une armée pour qu'elle soit tuée par ses propres citoyens. Ce n'est pas possible. C'est des choses qui ne passent pas dans notre entendement au Parti républicain. Donc je déplore aussi ces morts, et au nom de ces morts, nous sommes en droit de revendiquer aujourd'hui de la vengeance, une espèce de justice. Mais le problème qui se pose dans le fond, c'est que le condamné Ayoub Tabé n'arrête pas le conflit, les gens continuent à mourir. Donc il faut peut-être qu'on s'asseye en toute responsabilité pour trouver des vraies solutions à ce problème. D'accord, merci. On va prendre 2 premières réactions au téléphone et on revient en studio. D'abord celle d'Abdoulaye. Abdoulaye, bonjour. Bonjour Jules. Bienvenue à l'antenne, nous vous écoutons. Merci, bonjour à Monsieur le Président et pour ceux qui nous écoutent. Merci, bonjour. D'accord. Je commence par dire que pour moi, quant à ce qui concerne cette condamnation, c'est quelque chose de bien parce que le Cameroun envoie le signal qu'il est un état de droit. Et que, quelle que soit la situation de quelqu'un, s'il enfreint la loi de notre pays, il doit être jugé conformément à la loi. Parce que le danger, c'est quoi? C'est que s'il y a interférence de l'exécutif ou de notre pouvoir dans le pouvoir judiciaire, on risque de ne pas voir les droits des uns et des autres être garantis. Or, l'état de droit, c'est quoi? C'est que chacun puisse courir sous la justice pour obtenir réparation d'un droit qu'il revendique. Ça, c'est donc, cet aspect est important. Et puis, vous l'avez relevé dans une relance sur le groupe, il y a des victimes. Il y a des gens qui ont tout perdu parce que un groupe d'individus décide que, bon, il faut qu'on change la façon de gouverner le pays. Pour cela, on prend les armes ou on impose notre volonté, ou bien, maintenant, si ce n'est pas le cas, on est prêt à combattre jusqu'à ce qu'il y ait mort d'homme, jusqu'à ce qu'il y ait des biens détruits. Bref, ce qui malheureusement est arrivé là-bas, et que finalement, ils n'ont pas pu imposer leur volonté. Donc, à partir de ce moment-là, l'État n'avait plus de choix. L'État n'avait plus de choix. Et lui qui est président d'un parti politique, qui aspire gouverner, il ne peut pas gouverner un pays qui n'existe pas. Il ne peut pas gouverner un pays où l'État n'existe plus. Il faudrait qu'il trouve un État organisé. Maintenant, ils viennent appliquer leur vision politique qui est démocratique. Comme ça, à partir de ce moment-là, l'État est là, mais la politique change parce qu'il y a une nouvelle vision. Donc, pour moi, il fallait, ce que l'État a fait là, c'était sauver le Cameroun, sauver l'existence de l'État du Cameroun. Maintenant, je donne mes questions. Monsieur le Président, est-ce que parce que des individus se sont levés, ils ne tiennent pas un mandat d'une élection populaire et décident qu'on doit changer des gens qui gouvernent mal, est-ce qu'il faudrait les changer à tout prix parce que des gens ont pu à le dire sans que cela ne soit le résultat d'une élection sur le terrain? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, quand on voit le niveau de campagne de dénigrement que certains Camerounais à travers cette crise anglophone, parce que vous avez parlé des investisseurs qui fuiraient nos pays, est-ce que ces gens-là ne se sont pas limités
à ce que les uns et les autres disent. Est-ce que tel qu'on peigne le Cameroun par cette crise anglophone, lui qui est au Cameroun, est-ce que c'est cette réalité-là qu'il sent véritablement? Est-ce que c'est cette réalité-là qu'il sent aujourd'hui? Que ce Cameroun a atteint ce niveau d'abcessement, comme dit à l'extérieur? Est-ce qu'il n'y a pas une exagération? Et je sors donc maintenant par là. Voici peut-être la rentrée scolaire qui est en train d'arriver. Est-ce que les conditions aujourd'hui sont-elles réunies pour que, à travers ce qui est aussi la rentrée dans cette zone-là, comme dans les autres zones du Cameroun? Merci. Merci Abdoulaye pour ces questions posées. Je propose qu'on prenne une deuxième intervention et on revient en studio pour répondre aux questions. Deuxième intervention, c'est celle de M. Mbida. Bonjour. On va prendre M. Mbida qui est sur le téléphone portable. M. Mbida, bonjour. Quelques soucis. M. Mbida, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour à votre invité, M. Pat. Bonjour à tous vos collaborateurs, millions d'auditeurs de Magic FM aussi. J'interviens un peu précocement parce que j'ai suivi votre invité et que est-ce qu'avec cette condamnation, on ne risque pas de courir à vous diriger vers un radicalisme? Pour moi, et c'est la question que je voudrais lui poser, est-ce que ce type de discours n'est pas un discours de peur? Parce que si on passe le temps à craindre des radicalisations, alors que le modèle de toute cette tuerie n'est pas valable, c'est qu'il s'agit d'une sécession, et vous l'avez relevé, même si ça reste. On ne pouvait pas discuter avec Ali Sabé parce que lui, il se revendiquait de processionnisme. Maintenant, ceux qui, parce que les avocats et les juristes, leur problème a été pris en compte. On a essayé de les rencontrer. On a libéré beaucoup de leaders qui avaient été arrêtés parmi eux. Et maintenant, il était question que les gens déposent les dates. Mais ceux qui se sont proclamés sécessionnistes, ceux qui ont mis à prix la tête de nos forces d'armée, c'est-à-dire on dit que celui qui tue un gendarme à tel montant, celui qui tue un sous-préfet à tel montant, c'est-à-dire que le commerce du sang, et en mon Dieu, c'est-à-dire qu'il fait les discours des crimes et des publics. Moi, j'estime que dans un pays sérieux, on devait le prendre, parce qu'à un moment, quand vous avez pu utiliser la carotte, parce que vous utilisez la chicotte, vous le parlez pour faire passer un message. Actuellement, il y a une région du Tchad qui est, où on a dit le Tchad du Tchad. Mais on sent que le Tchad est beau, et le Tchad est en train de faire une réputation sur le plan militaire. Donc, je voudrais que notre invité, que j'aime bien, parce que c'est la deuxième fois qu'il vient, j'aime beaucoup apprécier la première fois, qu'il essaye de donner des explications sur son point de vue. Maintenant, parce que je suis parti de revenir, j'ai tenté d'appeler hier, mais je n'ai pas pu. On parlait des actes au niveau de l'école. Juste pour que nous soyons un peu honnêtes, la loi est faite pour harmoniser les liens entre les gens, entre les peuples. Il n'est pas question d'appliquer la loi bêtement, même si elle est favorable. Mais l'APER, nous connaissons toutes les langues administratives. Vous pouvez être dans un village où les enfants n'ont rien. Et que les prêts d'APER peuvent permettre d'avoir une boîte à pharmacie, des toilettes, peut-être faire un forage d'eau. Et
C'est entendu, monsieur Mbida. On va certainement y revenir vers la fin de ce programme. Hein. Merci pour cette contribution. Bonne journée, bon week-end à vous. Alors, Morgan Palmer, sur les questions d'Abdoulaye et puis celle de monsieur Mbida. Pour Abdoulaye, c'est un signal fort que la justice a certainement voulu envoyer à ces sécessionnistes, ou du moins ceux qui sont derrière cette contestation anglophone, en condamnant Ayoub Tabé à vie. Mais c'était ça l'une des options que j'ai retenues dans l'analyse que j'ai faite au départ. J'ai dit qu'il y avait soit la possibilité que le gouvernement ait décidé d'envoyer un signal fort, donc en faisant cette condamnation à qui il veut donner une valeur exemplaire, soit on avait manifestement l'idée de montrer qu'il y a une séparation de pouvoir, donc la justice n'a pas été encombrée, n'a pas été influencée par le calendrier politique. Et donc, moi, ce que je questionne aujourd'hui en tant que responsable politique, c'est la pertinence de la démarche. C'est-à-dire que quelle est la priorité des priorités aujourd'hui? Pour moi, c'est que nos forces de défense ne continuent pas à aller mourir sur un théâtre d'opération qui est dans notre pays. On n'est pas agressé par des étrangers, on est agressé par d'autres Camerounais. Pourquoi on en est arrivé là? Moi, je reviens toujours sur la causalité profonde. Si nous ne savons pas trouver l'origine réelle des problèmes, il sera difficile d'y apporter des solutions efficientes, efficaces. Donc moi, je pense que cette affaire a commencé par de la politique. Parce que les revendications, dans un premier temps, étaient politiques. Donc on a sauté le temps politique, on est tombé dans le temps des armes, et puis là, maintenant, on est sur le temps judiciaire, en faisant fi de l'origine qui était d'abord un problème politique. Donc moi, ce que je pose comme question, et si on était au pouvoir, ça aurait été notre préoccupation, c'est de se dire, il y a 2000 morts, est-ce qu'on va continuer à laisser que les gens meurent? C'est plutôt vers cette solution qu'il faut partir. C'est-à-dire que si cette condamnation d'Ayoub Tabé avait la vocation de pousser les gens là-bas à s'arrêter, à se dire, mais tiens, si on tombe aussi dans les griffes de la justice camerounaise, on va écoper de ce type de peine, à ce moment, je dirais, bon, bravo. Mais je ne suis pas certain. Or, aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est d'arrêter ce qui se passe là. Ce qui se passe. Alors, Abdoulaye pose la question, est-ce que c'est parce que les individus se sont levés pour revendiquer un changement, pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas aux dirigeants actuels, qu'on doit automatiquement les changer? Je suis d'accord quand il pose cette question de légitimité, c'est-à-dire qu'il y a une élection, il y a une majorité qui se dégage au cours de cette élection, et cette majorité a un mandat. Donc on doit laisser cette majorité travailler, aller jusqu'au bout de son mandat. Sauf que quand on regarde un peu la manière dont les affaires de la société sont conduites dans notre pays, on comprend que les politiques ici, ils abusent, mais alors à fond sur l'impérativité du mandat. L'impérativité du mandat, c'est une disposition dans la Constitution qui dit que tout mandat impératif est nul. En d'autres termes, un politique n'est pas tenu de faire ce pourquoi il a été élu. Et donc, ils en abusent. Nous, ce qu'on veut faire, au niveau du Parti républicain, ça figure dans notre projet, nous voulons mettre en place ce qu'on appelle des référendums d'initiative populaire. C'est-à-dire qu'en cours de mandat, comme nous sommes là aujourd'hui, si on a une pétition avec 3 millions de signatures, cette pétition a vocation à convoquer un référendum pour décider si on va à une élection avant le terme du mandat du président qui est là, de l'élu qui est là. Donc ça, c'est un truc qu'on veut mettre en place justement pour gérer des situations comme celle-ci. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement s'appuie à juste titre, à juste raison, sur le fait que oui, ils ont un mandat clair, et donc pendant leur mandat, ils font ce qu'ils veulent. Personne n'a le droit de contester. Ça se tient, hein. On peut entendre cet argument. Mais maintenant, si ça doit détruire un pays comme c'est en train de se passer, parce que si vous avez des gens qui sont autistes, qui ne veulent rien entendre, et parce qu'ils considèrent qu'ils ont eu un mandat, donc ils peuvent mener le Cameroun à la banqueroute, ça nous donne des situations comme celles qu'on vit. Donc nous, pour prévenir ce type de situation, nous allons mettre en place ce dispositif, le référendum d'initiative populaire, qui partira d'une pétition de 3 millions de Camerounais, signée par 3 millions de Camerounais, ça déclenche automatiquement ce référendum qui décide si on va à une élection anticipée ou pas. Alors, la deuxième question d'Abdoulaye est sur le niveau de dénigrement ou de campagne de dénigrement dont fait l'objet le Cameroun aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui, c'est
l'image qui est présentée à l'opinion ou à la communauté internationale, est-ce que c'est la réalité? Est-ce qu'on n'exagère pas un tout petit peu? Bien entendu que c'est beaucoup caricaturé, mais une fois de plus, c'est caricaturé, à juste titre, c'est caricaturé par qui? Par des gens qui ont un agenda politique. C'est de bonne guerre. Pourquoi voulez-vous qu'ils, alors qu'ils ont besoin de soutien internationaux, qu'ils aillent dire à leurs soutiens internationaux que non, tout se passe bien, il y a une belle gouvernance au Cameroun? Ils vont jamais le dire. Ils vont grossir le trait sur tout ce qu'il peut avoir comme petite broutille. Ce qui n'empêche pas de reconnaître que notre pays n'est pas en paix. La preuve, vous et moi, nous ne pouvons pas décider aujourd'hui d'aller manger du hachou à Bamenda ce week-end. C'est quasiment impossible. Nous ne pouvons pas décider sans crainte de partir du nord de Yaoundé pour la frontière avec N'Djamena. Donc ça, c'est une réalité. Bon, mais ça ne touche pas l'essentiel de notre territoire. Ça touche une partie de notre territoire, et c'est à ce niveau qu'on considère que c'est un peu exagéré la façon dont les faits sont présentés. Vous savez, nous, au Parti républicain, on a une autre façon de faire de la politique. On n'est pas là pour dire systématiquement le gouvernement a fait faux, le gouvernement a tort. Il y a des choses bien qui sont faites par le gouvernement. Vous voyez par exemple la vidéosurveillance, le dispositif qui vient d'être mis en place par la gendarmerie nationale avec des voitures mobiles. Ça c'est bien, c'est des bonnes initiatives. Et donc nous, c'est pas parce qu'on est en parti d'opposition, on ne va pas reconnaître des bonnes choses qui sont faites. Cela dit, il faut qu'on garde la juste mesure pour dire que pour ne pas verser dans un sens. Aussi, ne pas dire que tout va bien au Cameroun, il y a juste ces exagérations. Non, on est dans un État en guerre. Au jour d'aujourd'hui, la preuve, nous avons nos forces de l'ordre. J'insiste sur la question des forces de l'ordre. On ne peut pas continuer à laisser des jeunes gens aller se faire tuer sur des théâtres d'opération qui sont l'émanation d'une absence de vision stratégique de la gouvernance en place à ce moment. Donc il va falloir bien qu'on règle tous ces problèmes. Et je suis d'accord avec lui que bon, parfois quand vous entendez parler du Cameroun à l'international, vous avez l'impression qu'on parle de notre pays, quoi, que pas le pays dans lequel vous vivez. Alors les conditions sont-elles réunies pour qu'il y ait rentrée scolaire dans le nord-ouest et le sud-ouest? C'était la troisième question d'Abdoulaye. Hein? Bien entendu non. Bien entendu non. Pour que les conditions soient réunies. Je vous ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas décider d'aller ce week-end manger du hachou à Bamenda. Donc si on ne peut pas décider de le faire, vous imaginez bien les gens qui vivent là-bas. Parce que ce que les gens ne disent pas, c'est que c'est des zones qui sont tenues par des factions, plusieurs factions, de milices, des gens dont on ne sait même plus quel est l'agenda à la fin. Qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? Parce que effectivement, quand il y a le chaos qui se crée dans une contrée, et les gens en profitent pour faire chacun ce qu'il veut, et bref, ça nous met dans une situation où on ne sait même plus identifier nos interlocuteurs à qui nous avons affaire. On a eu 2 prises d'otages, notamment l'un des hommes politiques les plus importants de l'histoire du Cameroun, c'est ces 30 dernières années. C'est quand même une personnalité politique de premier plan au Cameroun qui a été enlevé comme un petit gamin. Et pas une fois, 2 fois. Ça veut dire que il n'y a pas de paix dans ces zones. Donc on ne peut pas envisager l'entrée scolaire. On ne va pas en plus envoyer nos enfants se faire tuer. Donc il faut solutionner ce problème. Et pour vous dire vrai, moi en termes d'ordre de priorité, ce n'est pas d'une condamnation exemplaire que j'attendais aujourd'hui. Pourtant, les élites, les autorités même de ces 2 régions sont sur le terrain depuis quelques temps, depuis quelques jours, pour sensibiliser les populations. Mais vous avez vu le Premier ministre aussi, le nouveau Premier ministre Dion Ngouté, faire une descente là-bas, à gros renfort de fanfare, c'est bien. Mais nous, on a un parti qui œuvre pour le rassemblement, la réconciliation, pour reconstruire le Cameroun. Donc, une initiative comme celle-là, nous l'avons applaudie des 2 mains, comme nous avons salué l'initiative du sultan Bombonjeya de faire cette grande démonstration de force à Bafoussa sur le vivre ensemble. C'est bien, c'est ce que nous voulons. Mais est-ce que c'est efficace? C'est-à-dire passer les faits des caméras, de la télévision, quel est le travail de fond qui continue à être fait? Nous, à l'époque, on avait commencé au niveau du Parti républicain, notamment notre leader, Georges-Hubert Bangla, qui est parti à Ndop, qui allait au nord-sud-ouest. C'est vrai qu'on n'avait pas fait beaucoup de publicité, parce que notre philosophie, c'est qu'on considère que le bien ne fait pas de bruit, parce que le bruit ne fait pas de bien. Donc on n'en avait pas beaucoup parlé, mais il est le premier qui allait parler aux sécessionnistes. Je vous fais une confidence. Vous savez qu'il y a parmi les gens qui se déplacent de partout dans le monde pour aller le soutenir dans la prison injuste qu'il fait aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent du nord et du sud-ouest. J'étais impressionné de voir ça. Ah bon? Donc on a, nous par exemple, au Parti républicain, la possibilité, si on veut solutionner le problème, parce qu'il n'est pas exclu qu'on soit sur une instrumentalisation d'un conflit à des fins politiques. Nous on y a pensé. Mais si on veut solutionner le problème, il y a des gens
qui entretiennent un dialogue avec nos frères de cette contrée, de cette partie du Cameroun depuis des années. Il va peut-être falloir s'appuyer sur eux et pas sur des fonctionnaires qui se font des frais de mission à faire des descentes régulières là-bas. Donc, limite, c'est pas vraiment une urgence pour eux que ça finisse, quoi. D'accord, on va prendre certainement tout à l'heure les dernières questions sur ce sujet parce qu'on va passer à autre chose. Mais je voudrais quand même vous donner l'occasion de répondre à la question de M. Mbida qui, d'entrée de jeu, pense que quand on parle de radicalisation, après la condamnation de ces leaders, c'est un discours de faible. Est-ce que c'est pas... pour ceux qui le disent, est-ce que c'est pas un discours de faible? Non, on ne peut pas avoir les choses comme ça. Nous, on est, je vous l'ai dit, on est des politiques et le politique agit pour l'intérêt de la majorité, pour l'intérêt des citoyens. Donc, on ne peut pas dire qu'on est faible. Moi, s'il faut que je me fasse piétiner pour que le Cameroun soit en paix, ça ne me pose pas de problème. S'il faut que je me fasse humilier pour qu'il y ait la paix, s'il faut que j'aille m'agenouiller devant ces gens-là pour leur dire vraiment, mes frères, faites-moi tout ce que vous voulez, je fais don de ma personne pour qu'il y ait la paix dans notre pays, je le ferai. Donc il ne faut pas être dans des considérations égotiques. Est-ce qu'on ne va pas se montrer faible? Non. C'est se dire quelle est la pertinence de la décision qui est prise. Est-ce que ça nous amène vers des schémas pacifiés ou non? Si on peut répondre à cette question avec clarté, en ce moment on prend la décision. Donc ce n'est pas une question de faiblesse ou autre chose. La preuve, le président a durci le ton il y a quelques années, à rebours, en disant, bon, je reviens, on n'en parle plus de cette affaire. Où est-ce que nous en sommes après qu'il ait dit ça? On est quand même sur quelqu'un qui a une parole assez rare, mais qui commence à se distinguer par l'alimentation des parjures. Je reviens, c'est réglé, ce n'est pas réglé. Je prends l'engagement, il va y avoir la canne, il n'y a pas de canne. Pour quelqu'un comme celui-là qui est habitué l'Afrique entière a beaucoup plus de sagesse, on sait qu'il avait la parole rare, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc nous pensons justement que pour ne pas tomber dans ça, ne pas tomber dans ce truc où on va redresser nos vestes, faire un discours en agitant le menton, non ça doit finir et ça finit pas, c'est peut-être mieux d'aborder les choses avec un peu plus d'humilité, à notre avis. D'accord. Alors, on prend tout de suite le top horaire, on revient. Magic FM, MFM. Mettez vos montres à l'heure. Il est 9h. Radio 100.1. La Back to School est cool chez Orange. Jusqu'à 100 000 ou un smartphone à faire gagner toutes les 2 minutes en souscrivant à votre best deal. Jazz 111 étoile 0 Jazz. Orange. Monsieur Bilois, ici est au téléphone, bonjour. Au téléphone, Monsieur Bilois, bonjour. Quelques soucis pour avoir Monsieur Bilois ici, qui est pourtant au bout du fil. Prenons Emmanuel, qui est sur l'autre ligne. Emmanuel, on me fait signe qu'Emmanuel est reparti. Monsieur Bilois, est-ce que vous m'entendez? Je crois que là, on a un souci. Pourtant, M. Bilois ici au bout du film. 242 06 81 24 696 25 83 56. M. Bilois ici, bonjour. Décidément, on ne l'aura pas sur ce... je crois qu'il y a un problème, justement, je crois qu'il y a un problème avec le téléphone de M. Bilois ici. Alors, on va sortir de ce sujet. La dernière question, certainement, c'est la question que tout le monde se pose. C'est vrai que vous avez commencé à répondre déjà à cette question-là. Est-ce que cette condamnation ne va pas bloquer ce processus qui nous mène vers le dialogue, puisqu'on parle du dialogue depuis quelque temps? Est-ce que ça ne va pas plomber le processus? En tout cas, votre question convoque la stratégie, la pure stratégie politique. C'est-à-dire que si on était aux affaires, et que nous avions engagé un processus de dialogue, et tout, peut-être qu'on aurait, à ce moment, puisque le président de la République, il faut qu'on arrête avec cette hypocrisie, le chef de la magistrature suprême. C'est-à-dire que quelque part, c'est un levier qu'ils peuvent actionner de temps en temps. Si on avait été aux affaires, peut-être qu'on aurait d'abord laissé passer un peu le temps, faire avancer le processus de dialogue avant de prononcer les sentences. Et une fois de plus, moi je veux prendre des Camerounais à témoin. Il n'est pas sûr, Jules, que l'idée qui vous anime, vous et moi, de voir ces zones pacifiées, que ce soit l'idée qui anime notre majorité actuelle. Parce que vous voyez quand même beaucoup de choses, hein, toutes les fois qu'il y a
on est parti vers un truc de solutionnement. Vous avez une déclaration d'un côté du gouvernement et une contre-déclaration du même gouvernement. Donc vous demandez quel est l'agenda? Quel est l'agenda réel? Donc il faut bien qu'on sache si on n'est pas sur un conflit factice qu'on nous a fabriqué de toutes pièces pour cacher je ne sais quoi. Mais cette réflexion-là, je ne dis pas que c'est ça, mais il faut peut-être qu'aujourd'hui qu'on commence à penser les choses de cette manière. Parce qu'on ne sent pas une véritable volonté d'en finir avec cette histoire. On parle de dialogue, mais avec qui ce dialogue a été établi? Moi, je veux savoir. Ce n'est pas les chefs traditionnels de ces zones qui eux-mêmes sont pris en tenaille par des bandes armées. Ce n'est pas avec ces chefs qu'il faut dialoguer. Il faut identifier. Si les chefs font partie de la table des discussions, ce n'est pas les principaux interlocuteurs. Ce n'est pas eux qui sèment le chaos dans ces zones. Donc il faut peut-être déjà qu'on identifie, si ce n'est encore fait, les responsables de ces différentes milices armées et puis commencer à savoir déjà ce qu'ils veulent. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vous ai dit, ce n'est pas un seul groupe. Je vous dis, notre leader est le seul homme politique qui est allé. On est parti là-bas comme ça, c'est risque et péril. Il aurait pu se prendre une balle dans la tête, mais il y est allé, habité par la passion de son pays et l'amour pour les fils du Cameroun de partout. Et ce qu'on a constaté sur place, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule faction de personnes armées. Donc on a un éclatement de milices. Il y en a qui parlent de 14 groupes. Bon, voilà, avec des revendications différentes les unes des autres. Donc il faut déjà qu'on prenne langue avec ces gens pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent de manière très claire, et en fonction de ça, savoir comment on commence à construire un dialogue et à construire des solutions de paix. D'accord. Monsieur Biloua, ici, bonjour. Bonjour. Voilà, cette fois c'est la bonne. Bienvenue à l'antenne, nous vous écoutons. Oui, j'ai dit changer le téléphone de 15 minutes à 30, c'est beaucoup quand même. Mais je voudrais demander à M. Morgan, je ne connais pas et ce n'est pas écrit. Il est de quel coin de Cameroun pour s'appeler Morgan Palmer? Ça c'est important, vous pensez? Hein? Ça c'est important ça, quand vous demandez l'attitude, et si c'est important ça. Morgan Palmer, il y a quelques mois, demandé qu'on lui donne de l'argent à la présidence parce qu'il a fait la communication du gouvernement des États-Unis. Monsieur Biloua, posez votre question. Vraiment, je ne voudrais pas. On est là sur des sujets bien précis. On est sur des sujets. Je ne peux pas admettre que les gens viennent parler comme ça. Posez des questions sur des sujets que nous abordons dans le cadre de ce programme. C'est important. Voilà. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il parle du début de la crise en 2016. Alors qu'en novembre 2012, les Ayoub avaient déjà pris de l'argent à la sécurité dont je parle souvent, Kilimanjaro Capital Limited, pour vendre le nord et le sud-ouest. Ils n'en parlent pas. La terre n'a pas commencé en 2016. Ça veut donc dire qu'en tant qu'homme politique, ils ne comprennent pas ce qui se dit. D'accord. Je ne veux pas résoudre ce problème. Je vais toujours dire. Si on ne sait pas combien nos frères ont pris à cette fameuse société, qui d'ailleurs une sorte de représentants de la CIA. On leur a pris l'argent. Il y a du Fika Rachid, qui est le patron de cette société. Pour la contacter, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a donné combien d'argent à nos frères qui sont aujourd'hui condamnés? Pour que nous puissions rendre cet argent, régler ce problème par la suite. D'accord. Mais quand on vient parler de 2016, ça veut dire qu'on ne comprend rien à cette crise. D'accord. 2016, c'est très bien. Alors que 2012, depuis novembre 2012, il y a des documents qui le montrent. Qu'est-ce que M. Palmer dit de cela? D'accord. C'est ça le problème. Je voudrais aussi une question qui nous dit les causes du problème du Cameroun. La vraie cause. D'accord. Merci, Monsieur Biloua, pour cette réaction. Alors, vous réagissez à la suite. Moi, j'aurais bien voulu débattre avec Monsieur Biloua. Vous savez, j'ai beaucoup de bouteilles. On est habitué aux attaques politiques, ça fait partie de la vie politique.
Parfois, vous avez des gens qui agissent sous faux drapeau, comme visiblement ça a été le cas. Et c'est aussi une manœuvre politique de répandre des rumeurs sur des adversaires pour essayer de caricaturer leur action. À aucun moment ici, je n'ai soutenu le fait qu'aujourd'hui, qui est au contraire, je n'arrête pas de dire que, en tant que responsable politique républicain, je déplore que notre armée soit aujourd'hui la cible d'attaques et de tueries venant d'autres Camerounais. Maintenant, quand on a dit ça, et visiblement pour M. Bilois, il n'y a pas de solution, moi, de la petite expérience que j'ai sur l'histoire des civilisations, je sais qu'il n'y a pas de problème sans solution. Il y a toujours une solution à chaque problème. Et si on aurait pu épargner cet épisode, l'épisode de la guerre, ça aurait peut-être été mieux. Et c'est à ce niveau que je convoque la responsabilité politique de la majorité actuelle, à laquelle il appartient visiblement, pour laquelle il parle, pour dire que, bon, il y a des problèmes qu'on peut régler à la source et ça nous évite d'avoir des gens qui meurent aujourd'hui, à solutionner les problèmes plus importants. Maintenant, sur la question de mes origines, est-ce que c'est important? Je suis Camerounais, c'est le plus important. Aujourd'hui, nous développons le vivre ensemble. Je ne pense pas que ça apporte une valeur ajoutée supplémentaire aux spécifiques mon coin, ma région d'origine, mais qui sache que je parle plusieurs langues du Cameroun. Je parle les Wondo, M. Bilois m'appelle Wondo. Je parle le Bassa, m'appelle le Bassa. J'entends un peu le Bamileke, j'entends, donc je ne suis pas sûr qu'en termes de légitimité, que voilà, j'ai beaucoup d'hommes politiques dans ce pays qui ne connaissent pas ce pays autant que moi. Maintenant, sur les origines du problème, il faut qu'on en parle peut-être. Les origines du problème, effectivement, il y a une erreur originelle. L'erreur originelle de notre pays aujourd'hui, et c'est pour ça que nous demandons de l'indulgence et que nous sommes pour qu'on ne fasse plus le procès des individus, mais qu'on aille sur le projet du système. Nous avons hérité d'un système, tous, président actuel, ministre actuel, nous avons hérité d'un système qui n'est pas forcément notre volonté, notre émanation. Il faut savoir qu'il y a 400 ans, des explorateurs sont allés se faire financer par des grandes familles bourgeoises en Occident, en leur disant, bon, on a un projet d'aller vers l'Ouest. Maintenant, pas d'argent. Donc ces familles bourgeoises ont craché au bassinet, ont dit, bon, on vous finance. La contrepartie, c'est que tout ce que vous trouverez à l'Ouest où vous allez, ça nous appartient, c'est notre propriété. Voilà le malentendu originel de l'histoire de l'Afrique. Donc ces gens qui sont arrivés, qui ont découvert l'Afrique, qui sont arrivés dans nos contrées où nous vivions de notre temps, ils ont de fait considéré que c'était leur propriété, l'Afrique aujourd'hui. La preuve, on parle d'accords secrets, dont je n'entends pas beaucoup communiquer, qui disent par exemple qu'à plus de 3 mètres du sol, à plus de 7 mètres du sol, tout le sous-sol ne nous appartient pas, n'appartient pas au Cameroun. Mais vous pensez que c'est M. Biya qui l'a voulu, vous pensez que c'est moi? C'est des gens qui ont hérité de quelque chose qui les dépasse tous. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on trouve un autre deal. Donc même les indépendants se sont faits sous ce faux rapport. La preuve, ceux qui sont battus, les indépendantistes, nationalistes qui sont battus pour l'indépendance, ils ont été tous assassinés, mis à côté de l'histoire. Et on a commencé à nous enseigner une histoire tronquée, qui donne des problèmes que nous vivons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas être habité par un esprit revanchard de se dire « Oui, les Blancs nous ont fait ceci, ils nous ont fait cela, il va falloir qu'on se venge. » On n'en sortira pas. Surtout qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est blanc, qui est noir. On est dans la civilisation mondiale, on est dans la mondialisation. Moi, j'ai un fils qui a une mère française, un autre qui a une mère ivoirienne. Je ne sais pas exactement qui est qui et d'où. Donc, ce qu'il faut envisager aujourd'hui, puisqu'il y a une nouvelle classe politique qui a émergé en Occident et qui a face à elle son opinion publique qui ne se reconnaît pas dans la France, par exemple, qu'on voit aujourd'hui, où tu ouvres ta fenêtre le matin et tu vas coucher sous les bouches de métro des milliers de gens qui arrivent, dont on ne sait d'où. Mais en réalité, c'est des gens que le système paupérise en Afrique. Ce n'est pas la faute, c'est la faute d'aucun Camerounais ce qui se passe. On est tous les instruments de quelque chose qui a été conçu bien avant nous. Et qu'il faut aujourd'hui, en termes de solutions, il faut de l'apaisement. Il ne faut pas être habité par la haine, parce que ça ne nous mènera nulle part. Ces gens, ils ont leurs arguments. Ils disent que bon, on avait ce pétrole, est-ce qu'on avait la technologie pour l'extraire? Et donc, ils ont amené cette technologie, ils doivent toucher les dividendes ad vitam aeternam. Donc, il faut peut-être se dire qu'ils ont construit un système qui dépend essentiellement de nos matières premières, et donc si on leur dit du jour au lendemain, non, vous n'avez plus un accès privilégié à ces matières premières, ils vont tous nous faire assassiner. Donc, ce n'est peut-être pas
le discours qu'il faut tenir. C'est peut-être leur dire qu'à l'époque, on était 100 000. Aujourd'hui, on est 25 millions. Et 25 millions de gens affamés, même s'il faut qu'ils apprennent tous à nager, ils vont traverser la Méditerranée et vous envahir. Alors quand c'est comme ça, est-ce qu'il ne faut pas qu'on co-construise un discours responsable qui crée des solutions de part et d'autre? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est sur des ratios de 80-20, on aille peut-être sur du 60-40, qui permettent qu'il y ait quand même de la vie de ce côté, que l'on puisse mettre en place des sécurités sociales, un minimum pour chaque citoyen. Ça nous évite de l'indigence, ça nous évite d'avoir des théâtres d'opération qui se multiplient chez nous, pendant qu'eux aussi ne perdent pas tout leur système. Parce que si vous leur dites aujourd'hui, on arrête tout ça, ils vont lutter, même s'il faut qu'il y ait, comment on appelle, un génocide, et il va y avoir un génocide qui va être confidentialisé. Donc, pour répondre à M. Billois, nous savons de quoi on parle. On n'est pas né de la dernière pluie, M. Billois. Donc il y a des gens qui ont perçu de l'argent, qui ont vendu. Non, ça c'est pas moi. Alors je vais vous dire d'où ça vient ça. Ça vient du palais présidentiel et c'est de la petite politique. Ce que je viens d'entendre tout à l'heure, c'est de Comment ça vient Mais ça vient du palais. Il vous a parlé du palais présidentiel. Il vous dit il a dit que c'est pas ce Morgan Palmer qui a traité des trucs avec Palmer. Mais je tiens à vous dire une chose, monsieur. Quand on fait un travail, on mérite un salaire. D'accord? Alors, quand on a dit ça, c'est fini. On n'a pas besoin de continuer de discuter de quoi que ce soit. Donc, ça vient de la première République, mais ça ne m'émeut pas. Vous savez, je suis habitué à d'autres attaques. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 25 ans que je suis un homme public. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Donc, voilà. D'accord. L'important, c'est le message que nous avons pour les Camerounais et qui est... D'accord, merci. Nous allons poursuivre avec ce débat. On va parler d'autre chose à présent. Hein. On va parler certainement de la situation vécue ces derniers temps avec les coupures d'électricité. On a vu, votre parti a fait une sortie à travers un communiqué pour dénoncer ce qui se passe en ce moment à Yaoundé. Pour interpeller le ministre de l'Énergie sur le fait que c'est quand même assez grave que toute une ville, le destin de toute une ville comme Yaoundé dépend d'une seule centrale, d'un seul transformateur électrique, sans solution palliative, alternative pouvant pallier à un problème comme celui que nous avons ces jours. Donc ça montre un peu une absence de vision stratégique de notre gouvernance actuelle. Mais à quoi pensent-ils ces gens-là? Ça ne se fait nulle part au monde. Et ce problème conjoncturel que nous vivons aujourd'hui a attiré notre attention sur un autre dont on n'a pas beaucoup parlé. On a pris du temps, on a dépensé de l'argent, 426 milliards payés par le contribuable camerounais pour construire la station, le barrage de Mainveleux, qui avait la vocation de nous produire 211 mégawatts. D'accord? Déjà 426 milliards, à mon avis, on est sur des surfacturations. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Soubré, en Côte d'Ivoire, c'est 276 mégawatts, donc plus que Mainveleux, mais ça a coûté 326 milliards avec la ligne de transport. Donc on a 211 mégawatts à 426 milliards, donc 100 milliards de plus, et qui nous produisent à la fin 80 mégawatts. On n'a pas eu de communication autour. Ce qu'on a retenu, nous on a visité Mainveleux, Monsieur Billois, nous parlons des choses que nous connaissons, nous allons sur le terrain vérifier. Donc, moi j'ai visité Mainveleux, il y a ce barrage à 4 turbines, il y a 2 qui ont été démarrés en notre présence, parce qu'il paraît-il, la structure, comment ils appellent ça, bref, la structure de béton qui soutient tout ça ne pouvait pas résister au fonctionnement de 4 turbines simultanément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fabrique un ouvrage comme celui-là, on part avec un vice un vice de fabrication. Vous vous rendez compte? Donc aujourd'hui, j'en ai entendu le ministre de l'énergie dire que bon, on est sur 80 mégawatts, mais on a payé pour 211 mégawatts. Donc on a un quart de la puissance qui était promise. On est sur une tromperie de la marchandise. Il n'y a pas de communication gouvernementale sur cette question. Donc la question que nous posons dans ce communiqué au ministre de l'énergie, c'est de nous dire qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'on va à nouveau avaler cette couleuvre, supporter cette énième forfaiture, cette énième incompétence de notre gouvernement sans rien dire? Non, on va le dire. Et j'appelle ici la responsabilité parce que la deuxième action que nous avons posée, quand nous n'aurons pas d'explication valable, c'est qu'on se réserve le droit d'ester en justice pour dénoncer cela et pour qu'il y ait une réparation. On ne peut pas laisser que les gens continuent à jouer avec l'argent. Vous savez, aujourd'hui, on est à plus de 6 000 milliards
d'endettement. Ça veut dire qu'à peu près chaque Camerounais doit payer dans les 225 000 francs CFA. Il faut qu'on arrête de prendre cette dette toxique, l'argent qu'on va prendre soi-disant pour réaliser des ouvrages, et ces ouvrages, cet argent finit dans les arrière-cours de dignitaires de notre République. Ils s'achètent des voitures avec cet argent, et nous, on devra rembourser. Voilà ce qu'on va laisser comme héritage à nos enfants. Des montagnes de crédits à rembourser sur des ouvrages qui n'ont jamais été réalisés ou qui ont été réalisés à minima. Donc l'interpellation au ministre de l'Énergie d'hier vise à deux choses. La première, comment se fait-il qu'une ville comme Yaoundé dépende d'un seul centre technique, qu'il n'y ait pas de solution alternative, au point où aujourd'hui vous avez des quartiers qui sont restés 5 jours sans électricité. Mendon, par exemple. C'est pas normal. La deuxième question, c'est de lui dire, on attend une explication très détaillée, un bilan très détaillé du projet Menveleux. On a payé 426 milliards pour 211 mégawatts d'électricité. Aujourd'hui, nous en avons 80 et peut-être ce sera comme ça pour toujours. Alors, où sont passés le reste d'argent? Où sont passés le reste de mégawatts? C'est la question. Alors, au téléphone, bonjour. Au téléphone, bonjour. Bonjour, Gilles. Comment je vous appelle? Ange Raoul. Ange Raoul, nous vous écoutons, vous êtes à l'antenne. Je vais faire l'effort d'ajouter Gétou aujourd'hui. Ange Raoul Gétou, pour ne pas être trop ressemblant avec Morgan Palmer. C'est vrai que je connais un peu son nom. Mais je pense quand même que si donner son patronyme aujourd'hui à l'entente de faire Morgan, c'est très important. Surtout que ces deux hommes politiques aujourd'hui, donc peut-être pour moi, je vais faire de côté. Et j'avoue quand même que je suis un peu déçu quand j'entends Morgan aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en campagne, c'est toujours les mêmes mots. Tu sais, il n'y a pas longtemps, quand le président Macron a fait sa campagne électorale, il parlait de changement. Et j'ai constaté que partout dans le monde, dans ce cas de campagne électorale, tous ceux qui arrivent dans l'optique de remplacer le système en place, ou bien le président en place pas toujours une chose, c'est du changement. Et ceux qui viendront après eux pas toujours une chose, c'est du changement. Finalement, je me pose une question. Qu'est-ce que vous voulez réellement changer? Morgan, je veux bien que tu me dises qu'on ne peut pas aller manger de Atoué aujourd'hui à Bamenda, ou monter ou descendre. Que ton leader était à Bamenda, peut-être tu vas me dire même bientôt que ton leader là-bas arrêtait même les balles. Esquiver ceci, esquiver cela. Non, c'est bien beau tout ça. Mais il faut qu'on fasse attention. Dis que si l'État doit aller là-bas s'agenouiller, il nous protège que. Je prends un exemple simple. Votre père a des problèmes, par exemple, avec votre voisin. Vous demandez à votre père d'aller s'agenouiller chez le voisin sous le prétexte qu'il veut la paix. Votre père le fait, finalement il meurt. Vous devenez son successeur. Le voisin attend que vous veniez de vous agenouiller. Vous dites non, la guerre le prend encore. Donc, il faut bien faire attention. Et moi, je vais vous dire une chose, ça paraît souvent brutal, mais arrêtez un peu de tromper les gens. Et du coup, on ferait dans le sens de la solidarité et de la compréhension de la chose politique mondiale. L'État peut sacrifier la moitié de sa population. L'État peut sacrifier même le 2 tiers de sa population. D'autres enfants naîtront et l'État continuera. On ne fait pas de chantage à un État et un État ne se met pas à genoux. Ça, c'est clair et c'est net. Le jour où l'État du Cameroun va se mettre à genoux devant les originaires du nord ou du sud-ouest, pour je ne sais trop quelle raison, elle peut même être fondée. Un jour, les gars du nord peuvent se lever. Un jour, les gars du littoral peuvent se lever. L'État finira par voler en l'envers. Par voler en l'envers. Non, le droit à la force légitime. Et j'ai même envie de dire, la force légitime revient toujours à l'État. L'État ne fait pas de bien ou l'État ne fait pas de mal. L'État agit en fonction de ses intérêts et de ses opportunités. Et Morgan, si ça me fait très beaucoup dans la mort, très certainement, en ce moment, au niveau de l'Afrique, il y a des petits groupes de sécessionnistes et de constructeurs qui sont reçus. Il y a une petite structure là-bas où chacun va essayer de discuter et de poser ses doléances et autres, parce que quelqu'un le veut ou non. En ce moment-ci, le dialogue a été entamé. Mais nous avons un chef d'État qui n'est pas fait la publicité. Boubacar n'a pas de publicité. Comme beaucoup de choses n'a jamais fait de publicité. Mais on voit toujours le résultat. Franchement, j'aimerais, si tu permets, j'aimerais vraiment qu'à un moment, on sorte un peu de ce discours démagogique. Et il faut mettre les structures de la négociation. Monsieur Palmer, vous avez déjà vu l'État un jour en train d'empêcher les enfants d'aller à l'école? Si les citoyens se déposent les femmes maintenant, le 2 septembre, les enfants ne vont pas à l'école. Pourquoi est-ce que tu voulais l'État a déjà tendu la main.
L'État dit je suis prêt. Mais vous avez en face une bande de bandits, comme l'a dit mon grand-père de tout à l'heure, qui ont les six ont négocié les trucs à gauche et à droite, mais c'est même simplement par pile de galomanie, parce qu'il veut aussi être président, parce qu'il veut aussi être homme d'État. Il faut quand même qu'on arrête un peu avec ça. D'accord, disons une chose, c'est qu'on fait souvent quand l'affaire commence, mais on fait difficilement quand ça finit. Quand on touche des mondes là, de la Catalogne là, il ne vit pas en Espagne ou en Catalogne en ce moment, il a fait. Parce que le palais d'Espagne l'a jugé et l'a condamné. Tout mettait là-bas le met en prison. C'est entendu, merci Ange Raoul, merci pour cette contribution au débat. Hein? Merci. Alors, vous réagissez, hein? Oui, on ne fait pas le chantage à un État ne se met pas à genoux. Oui, merci. Monsieur Guettoum, vous avez une compréhension très sélective. Très sélective. J'ai dit, moi, je ne parle pas d'État, je ne suis pas un État. J'ai dit que si, au nom de la paix dans mon pays, au nom que les gens doivent arrêter de mourir, il faut que je m'humilie, je le ferai. C'est ce que j'ai dit. Et maintenant, il faut qu'on sorte aussi des grandes déclarations. Un État ne s'agenouille pas. Les responsables politiques d'un pays ont la mission et le devoir de tout faire pour qu'il n'y ait pas de citoyens qui meurent. Donc maintenant, quand on a raté la première phase de dialogue, parce que c'est au début que cette affaire devait être solutionnée, je le redis, quand ces gens ont commencé à faire un certain type de revendications, elles devraient être prises en compte, mais pas qu'on réponde à ces revendications, pas de l'arrogance. Quand on a raté ça et qu'on a déclaré un objectif militaire, ce problème va s'arrêter. Et que les années passent, le problème ne s'arrête pas, il faut peut-être envisager d'autres solutions. Alors si la solution que M. Nguettoum et M. Bilois nous proposent, c'est de dire que bon, on va continuer à laisser continuer les Camerounais là-bas parce que l'État ne doit jamais baisser, ne doit jamais faiblir, l'État ne doit jamais... Je dis, c'est pas de la responsabilité. Vous vous rendez compte? Les milliers de gens qui sont dans ces zones-là, quand vous allez à Douala aujourd'hui, vous trouvez des jeunes filles de 16, 17 ans qui font du tapin, déplacées de guerre. Elles n'ont pas choisi cette situation. Elles devraient être dans les écoles. Il y en a même à Yaoundé aussi. Voilà, mais elles se vendent pour 500 francs, 1000 francs CFA. Ça n'émeut pas ces gens-là qui nous disent que l'État ne doit pas faiblir si, en faiblissant, il peut amener la paix. Non, je pense qu'on n'est pas dans un discours de responsabilité, c'est justement l'arrogance de ces gens-là qui a plongé le Cameroun dans la situation où on est aujourd'hui. Parce que toutes les fois qu'il y a eu un problème qui pouvait être solutionné de manière pacifique, qui demandait de l'apaisement, ils ont réagi en disant « oui, on est l'État ». Je vous ai parlé tout à l'heure de ce référendum d'initiative populaire que nous sommes en train de mettre en place. C'est pour juguler ce type de problème. C'est pour que quand les gens perdent de l'humilité, parce que nous sommes avant tout que des êtres humains, nous sommes de passage. C'est pas parce que vous avez un mandat qu'un peuple vous donne que vous êtes quelqu'un de supérieur. Au contraire, vous êtes même l'employé de ce peuple, puis c'est lui qui vous a donné un mandat. Donc quand les gens vont perdre l'humilité dans l'exercice de leur fonction politique, qu'il y ait une possibilité, un recours légal pour arrêter ça. Moi je pense que la manière dont les choses sont passées aujourd'hui, on n'a pas le droit de continuer à faire mourir nos forces de l'ordre sur un théâtre d'opération. S'il y a d'autres solutions, voilà ce que nous disons, M. Guettoum. Et puis, pour le reste, arrêtons ce procès en sorcellerie. Vous n'avez aucune preuve quand vous dites que de vous donner mon vrai nom. Et si je vous présentais mes papiers, que c'était mon vrai nom, vous ferez quoi? Arrêtez ça. Je ne veux pas savoir comment vous appelez. Ça, c'est pas un souci pour moi, mais vous êtes aussi un homme public à partir du moment où vous intervenez dans un média pour vous donner votre point de vue. D'accord. Merci. Merci, c'est attendu. Magique attitude, le débat citoyen. On va prendre la première halte de cette émission et puis on revient tout à l'heure pour la suite du débat. Patrice Kamdem Djougle est dans ce studio. Bonjour. Bonjour Morgan. Bonjour. Alors, Camerco, l'auteur brûle entre le PCA et le DG. Oui, le président du conseil d'administration de Camerco, qui est d'ailleurs le ministre des Transports, a adressé une correspondance au directeur général le 20 août dernier, lui demandant de procéder à l'annulation pure et simple de tous les textes signés le 19 août jusqu'à la production des résultats de l'audit et la validation de l'organigramme de la société par un prochain conseil d'administration. Le PC a fait remarquer dans sa correspondance que le DG voulait nommer certains responsables sans accord préalable du conseil d'administration, désigner même certains responsables à des postes non encore intégrés dans les textes organiques de Camerco
Cameco procéder à un redéploiement massif du personnel, entraînant de ce fait l'accroissement de la masse salariale, alors qu'il est question de maîtriser les charges pour tendre vers une autonomisation financière progressive de la compagnie. Les journaux se font l'écho de cette actualité. Pour le Messager, Jean-Ernest Massenangale Bibé, PCA de Cameco, et Djifendi Kotou, le DG, sont en zone de turbulence. Mutation fait remarquer que 3 mois seulement après leur entrée en fonction, le PCA et le DG de Cameco se déchirent sur les nominations. Le quotidien privé de la rue de l'Aéroport présente d'ailleurs les arguments des deux parties. La guerre est ouverte entre le PCA et le DG de Cameco, martèle émergence. Info Matin dévoile les dessous du clash entre le PCA et le DG. Selon notre confrère, c'est le mauvais partage des prébendes issus des rétrocommissions de la location des avions qui est à l'origine de la guerre ouverte entre le PCA et le DG de Cameco. D'autres sujets alimentent les colonnes des journaux ce matin. Oui, Émergence revient sur la condamnation de Sissoko Ayuk Tabé et 9 de ses co-accusés. Quel impact sur la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest? Cette question préoccupe 11 experts qui s'affrontent dans les colonnes du quotidien Vert. Le quotidien L'Épervier dans les kiosques, président de la République, des hauts responsables plombent l'économie nationale. Des centaines de millions injectés dans d'autres pays par des investisseurs qui ont déserté le Cameroun à cause de l'arnaque et la torture des ennemis de la République en service à la présidence de la République. Même les investisseurs nationaux ne sont pas épargnés. Et Singa revient sur l'évacuation sanitaire de Yves-Michel Fodjo. Mon père, Paul Biama, sauvé la vie, martèle le fils du milliardaire de Banjoun, l'ex-administrateur directeur général de Camer, sous le coup d'une double condamnation à vie, réagit à son évacuation sanitaire au Maroc dans Essingan. Et l'œil du Sahel dit et révèle d'ailleurs l'accord secret entre Yves-Michel Fodjo et l'État du Cameroun. Le quotidien de l'économie parle de la production du riz. Le DG de la Sèmerie s'explique chez le ministre du Commerce en présence des importateurs. Les stores de riz paddy et riz blanchi ont été présentés hier à Yaoundé. Des chiffres éloignés des révélations sur les réseaux sociaux. Alliés également dans le journal La Valeur Ajoutée. La SOPECAM éjecte l'imprimerie nationale pour le business des certificats médicaux. Le journal Le Jour parle de l'arrestation massive des opposants au Cameroun. La lettre ouverte au ministre français des Affaires étrangères, elle est co-signée par le bâtonnier Christian Charrière Bounazel, maître William Bourdon, maître Stéphane Bragan, maître Éric Dupont-Moretti et maître Vincent Filola, tous avocats à la cour, sans oublier maître Antoine V, tous également avocats à la cour. Et on va terminer par Cameroun Tribune qui revient sur la sécurité aux frontières, la sécurité intelligente. Le bon est en avant. Le Premier ministre du gouvernement, Joseph Dion-Gouté, a inauguré hier au nom du chef de l'État le Centre national de commandement des vidéosurveillances. Doté d'une technologie de pointe, il permet de faire face aux attaques éventuelles contre l'intégrité du territoire, de lutter efficacement contre le grand banditisme et même le désordre urbain. Également à lire dans Cameroun Tribune, établissement scolaire vers la création des clubs anti-drogue, une plateforme œuvrant dans la sensibilisation des élèves contre la consommation des stupéfiants, a présenté son programme pour le compte de la prochaine rentrée mercredi dernier à Yaoundé. Une bonne émission pour le débat. Bon week-end et à lundi. Merci Patrice pour cette revue. Le reste, c'est dans les kiosques. Achetez les journaux. Faites vivre la presse camerounaise. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la deuxième halte une fois et puis on revient avec notre invité. Tout de suite, place à la deuxième halte. Je sais pas, comment on va? Avec le PMC. Ça va. Tu dis? 50 millions de francs CFA. PMC, un jour, vous aussi, vous avez gagné gros. Ce dimanche, Junior Masse Commune pour gagner la tirelire de 325 millions de francs CFA. Avec le PMC, c'est le moment de gagner gros. Yannick est dans ce studio, bonjour. Bonjour Jules, bonjour Morgane. Bonjour. Nous sommes vendredi. Nous sommes vendredi, jour de banco, le montant du banco est de 50 millions de francs CFA.
fierté. PMC, un jour, vous aussi, vous allez gagner gros. Bonjour amis parieurs, soyez les bienvenus à Hippodrome sur Magic FM. À ce micro, je suis Yannick Moudou. Au sommet des hippodromes ce matin, un hippodrome Cabourg, 2 courses. La première, le prix de Lisieux qui servira de support à la masse communautaire internationale. La seconde course, le prix d'Argentin, point d'appui de la masse séparée. À l'entente de l'hippodrome ce matin, le prix de Lisieux réservé aux chevaux âgés de 4 à 6 ans. Pour ce trot attelé seront désormais 15 partants au départ, puisque le numéro 2 d'Estique de Billy est déclaré non partant. Rappelons que les 15 partants devront couvrir 2750 mètres. Voici donc à présent les 5 premiers qui peuvent faire la différence, bien entendu. Éventuellement, nous avons le numéro 16, Frenchman, dont oppose au numéro 6, Figolé Freizen. Troisième point d'appui, le 14, Élan du Rocher, le 3, Éclair du Gosier, et enfin le 10, Espoir de Bélande. Le quintet chiffré nous donne le 16, le 6, le 14, le 3 et le 10. Choix de la Pacifique, Paris-Teuve retient le 6, Bilto joue le 12, Week-end apprécie le 14. Je reprends, Paris-Teuve le 6, Bilto le 12, Week-end le 14. Les plus joués du prix de Lisieux, le 16, le 6, le 7, le 9, le 3 et le 10. Je reprends les plus joués, 16, 6, 7, 9, 3 et 10. Et nous repartons avec les chevaux en forme de la course Pixing, à savoir le prix de Lisieux. Chevaux en forme, le 6, le 16, le 9 et le 14. 6, 16, 9 et 14 sont partis des chevaux en forme de la masse commune internationale. À présent, les choix des villes satellites. Nous avons le 16, Frenchman, le numéro 6, Figolus Freizen et enfin le 14, Élan du Rocher. En chiffré, 16, 6 et 14 sont partis des choix des villes satellites. On en vient à présent à la sélection de 8 chevaux du prix des Lisieux. Sélection le 16, le 6, le 14, le 3, le 10, le 5, le 9 et le 13. Je reprends la sélection de 8 chevaux de la masse commune internationale du jour. Le 16, le 6, le 14, le 3, le 10, le 5, le 9 et le 13. Le départ sera donné à 18h. Le couplet, le 16 et le 6. En guise de rappel, Dusty de Billy est déclaré non partant. C'est le dorsal numéro 2. Place à la seconde course du jour, à savoir le prix d'Argentin, toujours sur le de Cabourg. Le prix d'Argentin réservé aux chevaux âgés de 5 à 9 ans. Pour ce 3 télés seront désormais 13 partants en départ et devront couvrir 2050 mètres. Il faut dire que le dossard numéro 2, Chini de Loison, est déclaré non partant. Sinon, à présent, les 5 premiers qui peuvent faire la différence, bien entendu, éventuellement, nous avons le numéro 3 qui est Dino du Briller. On oppose le numéro 4, Groma de Guibel. Le troisième point d'appui, le 7, Darwin Maza. Le 11, Diane de Janzé. Et enfin, l'As Boss de Rodéry. Je reprends le quintet en chiffré qui nous donne le 3, le 4, le 7, le 11 et l'As. Choix de la Pacifique, Paris-Teuve retient le 4, Bilto joue le 6, Week-end apprécie l'As. Je reprends, Paris-Teuve le 4, Bilto le 6, Week-end l'As. Les plus joués du prix d'Argentin, le 6, le 3, le 7, le 11, le 10 et le 8. Je reprends les plus joués du prix d'Argentin, 6, 3, 7, 11, 10 et 8. Les chevaux en forme de la masse séparée du jour, le 4, le 6, le 3 et le 7. 4, 6, 3 et 7 ont partie des chevaux en forme du prix d'Argentin. À présent, les choix des villes satellites du jour, nous avons le 3, le 7 et le 4. 3, 7 et 4 ont été les choix des villes satellites. Sélection fait de 8 chevaux du prix d'Argentin. La sélection nous donne le 3, le 4, le 7, le 11, l'As, le 10, le 8 et le 6. Une fois de plus,
3, 4, 7, 11, As, 10, 8 et 6 le couplet, le 3 et le 4. En guise de rappel, le dossard numéro 2, Chini de Loison, est déclaré non partant. Le départ sera donné à 19, va passer de 15 minutes. Rappelons que le prix argentin est doté d'un banco de 50 millions de francs CFA. Toutes et à tous, bonne chance pour le début du week-end. Juste après moi, Magique Attitude. Au revoir. Ce dimanche, joue l'Ouest Commune pour gagner la tirelire 2. Tu es au pays? Ouais, je suis là. Tu vas pas quand? Non, je suis là pour l'instant. Ça va? Ça fait un petit moment. Toujours. Ouais, il est toujours là. Vous faites des bouts qui sortent. Comment? Vous faites des bouts qui sortent, vous faites rien. Ouais, tiens. Un peu, il faut, non? Vous faites des choses qui sortent. Ouais. Non, c'est fait. On y travaille. Bonne journée. Ce vendredi, trouvez la bonne combinaison et gagnez le banco de 50 millions de francs CFA. PMUC, un jour, vous aussi, vous avez gagné gros. C'était Hippodrome avec le PMUC. Parfois, on se bat entre nous, sans réaliser qu'on devrait aller ensemble. Rien n'est plus important dans la vie que ce qui est difficile à accomplir. Notre vie n'a de sens que si nous savons faire face aux défis. Magic FM 100.1 chez Edition. Toujours plus proche de vous. Voilà, dernière ligne droite pour cette dernière édition de Magique Attitude. Nous sommes vendredi, c'est donc la libre antenne. Invité dans ce studio, Morgan Palmer, vice-président et porte-parole du Parti républicain, avec qui nous faisons le point des sujets mis en débat cette semaine. Alors après les autres sujets, on va parler également d'un autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est la gestion des entreprises publiques et parapubliques au Cameroun, avec ces mandats, je vais dire le mandat de 9 ans accordé à chaque directeur général et à chaque directeur général adjoint. Beaucoup aujourd'hui, beaucoup des DG en poste ont pratiquement débordé les 9 ans. Ça pose un problème. Il y a donc eu ces correspondances du secrétaire général de la présidence de la République adressées au service du Premier ministre, donc au Premier ministre chef du gouvernement, demandant de ne pas s'occuper des nominations à la tête de ces entreprises et autres, que tout cela relève de la compétence exclusive du chef de l'État. Alors, des correspondances qui sont venues relancer le débat au sein de l'opinion. Oui, on s'est ému, comme tous les Camerounais, de lire cette correspondance. Bon, ce que je veux dire déjà d'entrée de jeu, c'est que nous, on ne l'aurait pas fait au Parti républicain parce que nous aurons une autre conception de la République. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Imaginez qu'il y ait une cohabitation demain. Imaginez que la majorité soit de l'opposition et que le président n'est pas la majorité. Donc le Premier ministre soit l'émanation de la majorité au niveau de l'Assemblée. Vous pensez que c'est le secrétaire général de la présidence qui donnerait des instructions au Premier ministre? Pas du tout, ça ne se ferait pas. Les gens n'ont pas posé cette question. Normalement, il n'y a pas de débat en la matière. Bon, le débat se pose pourquoi? Parce qu'ils utilisent les nominations comme un levier politique, ce qui nous a plongé dans la médiocrité où nous sommes installés depuis 37 ans, bientôt. Ils utilisent donc ça comme un levier et non pas forcément comme quelque chose d'utile pour porter le progrès dans notre société. Parce qu'il faut voir le profil des gens qu'on nomme. La quasi-totalité finissent dans les geôles de nos prisons, faute de gestion, détournement de biens, abus sociaux et tout. La majorité, quasiment depuis toutes ces années, ça montre quand même un problème de casting quelque part. Moi, je pense qu'il n'y a pas de débat en la matière parce que le Premier ministre, normalement, doit travailler directement avec le Président de la République. Je dis bien directement, sans intermédiaire. Il n'y a pas besoin qu'il passe par le secrétaire général de la présidence pour parler au président, alors que il est son collaborateur le plus proche, le plus immédiat. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez des DG qui ont plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y en a même. Il y a un qui a 45 ans là. Comme DG, parce qu'il a été nommé avant même que le président Paul Biya accède au pouvoir. Il est là jusqu'à présent. C'est le DG du cinéma. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Entre-temps, Monsieur Elaevina, mais à partir du moment où il y a une loi, on se calque à son esprit, tout simplement.
je ne vois pas pourquoi il devrait avoir matière de débat. Et ça permet aussi de renouveler notre leadership. Parce que l'un des problèmes aujourd'hui qui crée des antagonismes que nous voyons dans notre société, c'est le fait qu'on ne se renouvelle pas assez. Les mêmes qui sont au même poste, qui font des conneries, on les laisse là pendant des années, et puis un matin on se réveille quand rien n'est plus arrêtable, quand rien n'est plus récupérable. À ce moment on se rappelle qu'il faut les envoyer en prison. Non, on pense que pour créer même de l'émulation dans une société, il faut qu'il y ait une compétition saine. Quand des gens sont quelque part et qu'ils considèrent qu'ils y seront ad vitam aeternam, ils ne sont pas challengés, donc pourquoi voulez-vous qu'ils fassent des efforts? Non, je pense que la limitation sur le plan temporel, c'est une bonne idée, c'est ce vers quoi nous devons tendre. Mais il faut appliquer tout simplement la loi. Et ce ne sera pas la première loi qui n'est pas appliquée au Cameroun. Il y en a une pléthore de lois qui ne sont pas appliquées. En réalité, le Cameroun aujourd'hui ne souffre pas d'une absence de démocratie, il souffre de la mauvaise gouvernance. Parce qu'on s'est donné des tests législatifs assez modernes, efficaces, et tout, que nous n'appliquons pas, tout simplement. Si on est dans un régime où la loi représente quelque chose, a une certaine valeur, jamais un secrétaire général n'est créé à Premier ministre. Parce que quand vous lisez même la lettre, le ton de la lettre, on a l'impression qu'il donne des instructions au Premier ministre qui devrait normalement, dans un système normal, travailler directement avec le président de la République. Voilà. Donc que le président ait écrit cette lettre, lui, en la signant au Premier ministre, ça pourrait avoir un sens. Mais que ce soit le collaborateur du président qui instruit le chef du gouvernement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est le chef du gouvernement, c'est la personne qui répond. Si on doit faire des nominations dans une démocratie, ça doit se passer en conseil ministériel. D'accord? Donc vous avez un ministre en choix qui vient se mettre dans le cadre d'un conseil ministériel et puis la décision est prise. Vous voyez, dans des autres démocraties, on vous dit toujours, après le conseil ministériel d'aujourd'hui et tout, la décision a été prise de nommer tel préfet, tel directeur général. C'est comme ça que ça se passe. Bon, mais évidemment, vous savez que chez nous, on a une autre forme de gouvernance. D'accord, on va prendre 2 réactions au téléphone et on revient en studio. Il y a Bertrand Gono d'abord. Bertrand, bonjour. On me fait signe qu'il est reparti. Prenons Charlie. Au téléphone, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue à l'antenne, Charlie, nous vous écoutons. Merci bien. Bonjour à monsieur Morgan Palmer. Bonjour. Je vous rappelle, c'est votre personne, j'ai apprécié votre discours qu'on était à Paris le 1er novembre 2018 et j'ai apprécié l'homme depuis ce temps. Et c'était dans le cadre de veille civique et citoyenne. Ah, oui. Merci, merci. D'accord, mais j'apprécie ce que vous dites et j'apprécie tout le monde de votre discours. Je ne suis pas loin de dire que je suis votre fan et que j'aimerais avoir la facilité à m'exprimer dans votre programme comme vous. Et cela étant dit, j'aimerais poser une question. Allez-y. S'il y avait des lois à changer pour Cameroun pour bâtir une république exemplaire, quelles sont les lois à changer simplement? Merci pour votre contribution, Charlie. Bonne journée à vous. Monsieur Iloko à l'antenne, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Merci, je dis bonjour à monsieur Morgan Palmer. Bonjour, monsieur Iloko. Merci pour certaines explications que j'ai appréciées. Moi, j'aurais une seule question. Donc, vous parlez, n'est-ce pas, du Premier ministre et du SGPR. Est-ce que vous ne croyez pas que cette situation est de nature à saper le moral du Premier ministre qui a quand même montré certaines dispositions quant à sa volonté de travailler pour le bien de ce pays? Bonne journée. D'accord. Merci, monsieur Iroko. Vous répondez tout de suite aux questions. Bien sûr. S'il y avait des lois à changer. C'est ce que j'ai rêvé. Il y a beaucoup de choses que nous devons changer dans notre société, mais il ne faut pas qu'on sombre dans la caricature voilà, des politiques qui font de la politique politicienne, de dire que tout ce qui est... Non, on a de très belles dispositions dans nos lois, dans notre constitution. Le problème en réalité au Cameroun, c'est pas de changer les lois, c'est d'appliquer les lois qui existent. Donc il n'y a pas grand-chose à changer. Notre code a été calqué quasiment, si on parle du code pénal, il a été calqué sur le code pénal français. Et là-bas, ça fonctionne très bien. Donc c'est pas tellement les lois à changer. On pourrait évoquer effectivement le code électoral, puisque ça renvoie toujours à l'esprit de loi, pour dire que bon, peut-être qu'il est limitatif, c'est peut-être un instrument, on l'a utilisé comme instrument pour bloquer l'émergence de partis, mais non. Nous, on pense que la bonne démarche, elle est celle que nous avons.
C'est aux idées qu'il faut donner du pouvoir. Et pour ça, il faut prendre tout le temps qu'il faut. Quelqu'un demandait tout à l'heure, oui, il a l'impression qu'on est en campagne. Mais c'est ça le rôle d'un parti politique. Un parti politique ne doit pas apparaître à 3 mois d'une élection et commencer à dire aux gens « je vous aime ». Mais non, l'amour ne doit pas se décréter. Il doit se montrer chaque jour de l'existence jusqu'à ce qu'on arrive à un scrutin. Quand on arrive au scrutin, on a des gens qui adhèrent à nos idées. Nous, on ne veut pas faire du chiffre, juste des gens qui viennent acheter des cartes. On veut des gens qui adhèrent à la démarche qui est la nôtre. Ça veut dire quoi? Qui comprennent nos idées et épousent ces idées. Là, on est sûr que nous participons à notre niveau de parti politique à la formation du citoyen camerounais de demain. Parce que nous avons besoin de faire émerger un nouveau Camerounais. Il faut aussi qu'on arrête de faire la démagogie en disant que si rien ne marche au Cameroun, c'est uniquement de la faute de ceux qui gouvernent. Dire ça, c'est complètement faux. La situation du Cameroun aujourd'hui interpelle les comportement individuel de chaque citoyen camerounais. Moi, je vois bien parfois écrit interdit d'uriner et je vois des gens venir faire pipi. C'est personne qui leur dit de le faire. Ils le font à mes consciences. Je vois écrit interdit de bâtir parce que la zone, c'est une zone dangereuse, mais les gens viennent construire des maisons. Ça n'appelle pas la responsabilité du gouvernement, même si ce dernier pourrait agir par de la répression, en mettant en place des mesures de coercition. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut donc travailler à l'émergence du Cameroun nouveau. Et le Camerounais nouveau qui va comprendre que vivre en République lui donne des droits, mais surtout des devoirs. Ne pas dire ça, c'est ne pas être dans un discours de responsabilité. Et donc nous, c'est ce Camerounais qu'on veut fabriquer, c'est pour ça qu'on prend tout le temps qu'il faut pour exposer nos idées, leur dire qu'on ne peut pas avoir une société où on a au taux de réussite, là, il y a 253 000 qui ont passé le baccalauréat cette année avec une majorité de femmes. Comment voulez-vous qu'on continue à avoir une société où il n'y ait pas d'égalité? On a monté ce qu'on appelle EGAPOTO, la loi égalité pour tous. Égalité pour tous parce que nous souhaitons arriver à 50% de parité dans la mesure des possibilités. Dans 50% de femmes ou 50% d'hommes dans tous les postes gouvernementaux. Si nous arrivons aux affaires. Pourquoi voulez-vous qu'elle soit majoritaire dans la société et minoritaire? Là, il faut prendre des décisions. C'est même injuste comme démarche. Donc ça, c'est par exemple un dispositif que nous allons mettre en place tout de suite en arrivant aux affaires parce que nous croyons, nous, au leadership féminin. On a essayé, les 37 dernières années, quand je vous le dis, je ne me dédouane pas, je ne considère pas qu'on est des saints, nous, au Parti républicain, et que les autres sont des démons. C'est pas ce que je dis. Mais les hommes, on a essayé, et on voit que le résultat n'est pas très réduisant. Donc nous, on croit à un nouveau leadership porté par des femmes, parce que nous pensons qu'elles ont une autre sensibilité, une fibre plus humaine que nous les autres, peut-être qu'elles feront mieux. Donc il faut essayer. Nous on est pour ça, pour la parité. Donc voilà, pour la deuxième question, c'était... La deuxième question, cette sortie du PM, du SGPR, avec des correspondants, est-ce que c'est pas pour saper le moral du PM? Mais bien sûr que ça. Vous savez, tous ces gens-là, nous les connaissons. Quand vous parlez avec eux en petit comité, ils n'ont pas de morale. Donc en réalité, ils ne peuvent pas apporter grand-chose au Cameroun aujourd'hui parce que c'est ça. C'est des frustrations comme ça tous les jours. Comment voulez-vous qu'un Premier ministre se fasse recadrer par un collaborateur du président de la République? Il y a un problème. Donc c'est ça qui se passe. Il n'a pas le moral, le pauvre John Gouté. Il se bat comme il peut, il a essayé de faire quelques mouvements de bras pour bien au niveau de la symbolique montrer qu'il y avait une nouvelle dynamique qui s'était mise en place. Mais ça ne va pas au-delà de ça. Parce que tout de suite, dès qu'il commence à entreprendre des choses, le premier sous-fifre qui travaille dans une administration supérieure va lui dire, bon non, nous on est l'administration supérieure, tu fais pas ce que tu veux. Tu prends attention, t'as mis là, c'est pas pour que tu fasses ce que tu veux. C'est ce que ça veut dire en quelque sorte quand on lit entre les lignes le mot du secrétaire général. Non, il n'est pas le seul. Moi, je parle avec des gens super brillants qui sont dans notre administration, qui pourraient apporter beaucoup de choses. Mais tout le monde est démotivé aujourd'hui. Tout le monde est démotivé. J'en ai qui me disent, j'en ai marre de ce système où je passe les nuits à pondre des notes qui vont être utiles à notre pays. Et le lendemain, vous vous rendez compte que le ministre n'a pas pris considération, parce que qu'est-ce qui intéresse le ministre? C'est de savoir, en termes de rétrocommission, combien il va toucher dans l'affaire qui vient, et pas quelle est l'utilité de cette affaire pour le Cameroun. Donc tout le monde est démotivé, c'est pas que le Premier ministre. C'est pour ça que nous ne sommes pas très loin de la chienlite, parce que la grogne que vous voyez, vous aviez vu avant, dans l'histoire du Cameroun, une telle fuite de documents secrets? Un truc signé à la présidence par le directeur du cabinet de la minute d'après, c'est dans les gargotes que les gens se le passent, des notes confidentielles. Vous avez vu ça avant au Cameroun? C'est quand même, en termes de symbole, très parlant. Ça veut dire qu'il y a un ras-le-bol, et ce ras-le-bol est y compris
parmi ceux qui aujourd'hui incarnent l'État. Alors, peut-être qu'on va sortir par là. C'est également l'un des sujets qui a fait l'actualité ces derniers temps, la situation dans nos prisons avec ces mutineries qu'on a enregistrées. Là également, on vous a lu, puisque vous avez fait une sortie pour dénoncer un certain nombre de choses, notamment la population, la surpopulation carcérale. Vous avez parlé même des conditions de détention et autres. Et puis la responsabilité du ministre de la Justice dans cette affaire. Tout à fait. Nous avions demandé par communiqué la démission du ministre de la Justice. Alors, oui, mais est-ce que c'est pas aussi nous sommes dans une démocratie. Bon, nous, la conception que nous avons de la gestion des affaires publiques, c'est que quand on vous nomme en responsabilité, vous ne partagez pas que les choses positives. Vous êtes aussi responsable et solidaire des choses négatives. Et en général, quand ça ne marche pas dans un domaine d'activité, qu'est-ce qu'on fait? On tire les conclusions. On se retire pour donner la chance à d'autres personnes de le faire. Dans le cadre de la mutinerie, pourquoi nous avons demandé cette démission du ministre de la Justice, mon cher Jules? Pour une raison simple. La trinité essentielle de notre démarche reposait sur quoi? Première chose, il n'y aurait jamais eu de mutinerie si le ministre de la Justice avait réagi comme un responsable devait réagir. Un matin, on lui annonce qu'il y a des gens qui font un mouvement d'humeur pacifique. Ils veulent s'entretenir avec le ministre de la Justice parce qu'avec lui, ils veulent évoquer les questions de leur détention. Si on est dans un pays où les gens ont un tant soit peu d'humilité, ils se seraient dit, il y a plus de 10 personnes qui demandent à me voir, ils se seraient déplacés, ils seraient là à la prison, il n'y aurait jamais eu de mutinerie. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, pourquoi nous sommes en situation de surpopulation carcérale? Mais parce qu'il y a des lenteurs judiciaires. Et qui est responsable de ces lenteurs judiciaires? C'est le ministre de la Justice. On n'est pas sur un problème conjoncturel, on est sur un problème structurel. Ça a toujours fonctionné comme ça depuis des années. La troisième raison, c'est qu'il faut faire le travail de prospective. Et ce travail de prospective n'a pas été fait. C'est au ministre de la Justice qui revient de savoir, voilà, nous sommes sur tel ratio de population carcérale, et les infrastructures que nous avons disponibles ne peuvent pas accueillir ce ratio de population carcérale. Ça va créer de la promiscuité, ça va nous créer des situations comme celles qu'on a vécues. Donc il faut construire des nouvelles prisons. Une fois de plus, on n'est pas sur la conjoncture, on est sur la structure, on est sur le problème structurel. Donc pour ces trois raisons, nous avons pensé qu'on ne peut pas faillir sur trois plans aussi importants et continuer à rester en pause, en fonction. Et moi, je vais vous faire une confidence. Allez-y. Parce que quand on l'a dit, les gens ont dit oui, ils sont durs. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est que quand on sera en situation de gouverner, si un de notre ministre de la Justice et que la même situation que nous avons vécue se produisait, c'est nous qui allons démissionner. Parce que quel message vous voulez qu'on envoie aux plus jeunes? Parce que gouverner, c'est être aussi un exemple. C'est créer de l'émulation, une émulation de qualité. Donc il faut que le Camerounais qui est à la maison et qui demain sera ministre de la Justice, qu'il sache que quand il sera en responsabilité, eh bien, s'il y a des écueils, s'il y a des ratés, il va falloir qu'il tire des conclusions. Et l'une de ces conclusions, c'est de remettre le tablier. D'accord, merci Morgane Palmer pour ces commentaires, pour ces précisions bien entendu. Nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs et dans ce studio, j'ai envie de l'appeler Papa d'Or, oui, ce studio Thierry Loulou, bonjour. Bonjour Jules, bonjour, je suis particulièrement en joie ce matin parce que je suis rentré une vingtaine d'années loin en arrière. C'est presque là où tout a commencé avec Morgane Palmer, l'un de ceux qui nous ont donné envie de faire ce métier véritablement. C'est vrai que quand on voit la différence d'âge, elle n'est pas énorme, mais déjà il y a un petit peu plus de 20 ans, ou carrément une vingtaine d'années, il nous avait déjà tenus par la main pour nous tirer vers l'avant et on est bien fiers maintenant de les côtoyer dans ce monde-là. Et chapeau bas pour tout le parcours, pour tout ce qu'il a réalisé. C'est pas maintenant qu'on va le dérouler. C'est tellement important, c'est tellement imposant. Merci Thierry, merci. D'accord. Alors, 16 ans pour Dorf. 16 ans. L'événement se prépare. Il ne se prépare pas, il se vit déjà. Jules. Depuis le 16 août, nous sommes véritablement en excitation. Nous sommes en effervescence déjà depuis le 16 août et ceci jusqu'au 30 septembre. Nous avons décidé de partager ces 16 années de bonheur avec nos clients, ceux qui nous ont accordé leur faveur depuis le 21 août de l'année 2003. Imagine un seul instant que quand nous avions ouvert le premier Dove à Mokolo, le
21 août 2003, si les clients avaient dit non, on n'en veut pas, on ne serait pas là aujourd'hui. En 16 ans, on a pris le temps de grandir. Aujourd'hui, Dove, c'est 6 supermarchés de premier plan dans la ville de Yaoundé. Dove Mokolo, la maison mère, Dove Bastos, Dove Essos, Dove Tongolo, Dove Mendong et Dove Messa Mendongo. Et bien évidemment, ce n'est pas que les supermarchés, c'est un grand réseau de distribution à travers le Cameroun. Alors, il est question pour nous de nous arrêter un instant pour dire à ces fidèles clients, vous nous avez fait confiance, on vous rend ce que vous nous avez apporté à travers cette grosse campagne qui va vous offrir un petit bonus par-ci, une réduction de prix par-là, et le moment est si bien choisi, la rentrée scolaire, et on fait avec l'événement du moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir des 16 ans de Dove aujourd'hui? Alors, 16 ans de Dove, ce qu'il faut en retenir, c'est déjà les 6 supermarchés qui sont venus un petit peu démocratiser le concept de supermarché qui était perçu avant comme une affaire de gros salaires, de gros sous, de jet set. C'est également des milliers d'emplois afin de redonner le rêve à cette jeunesse. Quand on entend parler Morgane, on a envie véritablement de boire du petit lait parce que cette jeunesse un petit peu en manque de rêve, il fallait redonner le rêve et vous le savez avec nous, c'est un achat que vous effectuez contribue grandement à la création d'un emploi. Parce que chaque fois que vous achetez à Dove, dites que le bénéfice que vous générez, que nous générons à travers votre achat est tout de suite réinvesti pour créer d'autres emplois. La preuve, nous en ouvrons un petit peu plus chaque jour. 16 ans de collaboration avec les pouvoirs publics pour faire la promotion des produits locaux. L'industrie camerounaise souffre de visibilité. Si nous, les nationaux, ne mettons pas en avant les produits camerounais, qui va le faire pour nous. C'est pour ça qu'à Dove, vous avez la primeur avec des produits camerounais tant manufacturés que ceux qui nous viennent des plantations de nos grands-mères. 16 ans de partage, 16 ans de combat contre la vie chère, c'est véritablement une belle occasion pour pouvoir s'arrêter et faire le bilan. Et qu'est-ce qui est donc prévu pour cet anniversaire? Alors, au-delà des baisses vertigineuses de prix qui se pratiquent sur des dizaines de milliers d'articles, nous avons également des animations au quotidien avec des happy hours qui vous permettent, quand vous arrivez à Dove, de pouvoir entrer avec un article tout de suite, gratuit, au-delà des baisses de prix dont vous bénéficiez. Mais le clou que je voudrais évoquer, c'est la grosse tombola que nous avons voulu organiser. Il vous suffit de réaliser 25 000 francs d'achat en ce moment et vous avez une chance de pouvoir gagner un téléviseur écran plasma 52 pouces, c'est pas donné au premier des Camerounais, un robot de cuisine, une tablette numérique, bref, des dizaines et des centaines de milliers de lots qui vous sont offerts comme ça. C'est également l'occasion pour vous de préparer sereinement la rentrée scolaire de vos enfants, puisqu'on en parle. La rentrée scolaire qui est un événement au Cameroun, parce que si on juge par le taux de croissance des AVC pendant cette période, il est terrible. Alors Dove a voulu contribuer à sa façon à aider les parents camerounais à travers la grande foire aux fournitures scolaires. Vous qui êtes voisin d'un supermarché Dove, vous avez pu constater qu'on a fait une extension de surface afin d'offrir beaucoup de produits à ses parents. Quand je parle de produits, vous avez les cahiers, vous avez les cartables et les sacs scolaires, vous avez les fournitures d'internat, vous avez les panoplies des dessins, bref, vous avez toutes les fournitures scolaires. Et la grande innovation cette année, c'est que vous aurez également les livres et les manuels scolaires au programme. Nous ne le faisions pas les années précédentes, mais maintenant, on a la possibilité de vous offrir des livres et manuels scolaires au programme. Alors, si je peux demander ou donner un conseil à tous ceux qui nous écoutent, à toute la fidèle clientèle de Dove, faites d'abord un tour dans votre supermarché, le supermarché Dove, avant de prendre une quelconque décision. Parce que chez nous, vous saurez et vous comprendrez pourquoi on est Dove et pourquoi on grandit aussi vite. C'est bien dit. Alors, Thierry, on va se séparer, merci. On va se séparer, j'imagine qu'on va se donner rendez-vous pour la semaine prochaine, parce que de temps en temps, je viendrai faire le point sur les nouvelles actualités, parce que 45 jours de promo, ça ne va pas rester monotone. À chaque moment, à chaque période, il va falloir innover un petit peu. D'accord, merci Thierry et Loulou, merci, bon week-end à vous. Alors, on va se séparer, Morgane Palmer, peut-être au niveau du Parti républicain. C'est quoi la prochaine étape? Alors, nous travaillons, nous, sur le projet qui doit
agglomérer le maximum de Camerounais. On a un certain nombre de dispositions que nous avons mises en place. Il y a cette TASPA, la taxe de solidarité pour les armées, parce que nous pensons que nos jeunes frères qui ont accepté de faire le sacrifice pour la nation ne doivent pas mourir et laisser des orphelins, des veuves dont personne ne s'en occupe. Donc nous allons mettre un dispositif, c'est une espèce de TVA qui sera ordonnancé par décret présidentiel, permettant qu'on ait une caisse qui va financer les études, continuer à financer les études de ces orphelins de notre armée, donc gendarmerie, police, militaire. Nous avons notre dispositif, je vous en parlais tout à l'heure, EGAPOTO, c'est un dispositif pour mettre la parité, installer la parité au Cameroun au niveau de notre gouvernance, c'est-à-dire que chaque poste devrait être occupé par une femme. Nous pensons à ce référendum d'initiative populaire pour qu'on ne soit pas prisonnier de personnes qu'on a élues. Si on pense à un moment donné qu'ils ne sont plus utiles ou alors qu'ils sont en train de nous mener à la banqueroute, eh bien, à partir d'une simple pétition, on peut lancer un référendum pour déclencher une élection présidentielle anticipée. Nous avons d'autres dispositions comme la TACOFA, la taxe de consolidation familiale, un dispositif que nous voulons mettre en place pour qu'on ne laisse pas nos femmes sur le bord du chemin. Toutes ces jeunes filles mères qui font des enfants, qui n'ont aucun revenu, pas de revenu minimum, nous voulons leur donner un revenu minimum pour qu'elles puissent éduquer les enfants, parce que nous considérons l'éducation pas comme une dépense sociale, mais comme de l'investissement. Si les enfants, au socle familial, au niveau de la cellule familiale, ont des bons prérequis, et bien, une fois qu'ils auront intégré les structures fédératrices institutionnelles, l'école de la République, ils vont être utiles pour nous. Nous pensons qu'il faut mettre au moins 80% de notre budget, 40% de notre budget pour financer des bourses aux enfants. On va prendre une génération pour le faire. Ça dit quoi? Ça veut dire qu'il y aura au moins 80% de lycéens et d'étudiants dans le supérieur qui vont bénéficier de la gratuité de leurs études, parce que pour un jeune État comme le Cameroun, le faire, c'est financer l'avenir. Si nous avons des gens formés, on peut créer de la valeur ajoutée. Si on crée cette valeur ajoutée, elle est utile pour tous, on crée de la croissance, le pays se développe, il y a de la richesse. Voilà. Voilà, Morgan Palmer, je voudrais sincèrement vous remercier pour votre disponibilité à venir partager avec nous vos connaissances. Merci, c'est moi qui vous remercie de me faire l'honneur de m'inviter souvent. Voilà, c'est ici que se referme dans cette édition de Magique Attitude. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de nous appeler ce matin, ceux qui ont pris la peine de nous écouter. Merci à eux et merci à toute l'équipe de production de cette émission. Ibrahim Lofils d'Assab et à la mise en onde, la supervision générale Grégoire Bidantana. Jules Lobo, j'étais à